Altruiste, visionnaire et exigeante, elle multiplie les casquettes, un peu comme un agent furtif, un caméléon qui sait se fondre là où on ne l'attend pas. Derrière celle qui paraît peut-être fragile, timide, se cache en réalité une femme avec une poigne de fer dans un gant de velours. Celle qui veut faire le tour du monde a fait du continent africain et la Côte d'Ivoire en particulier son terrain d'action où depuis plus de 10 ans, elle s'actionne dans le domaine très masculinisé de la gestion de risques. Aurore Garnier, fondatrice d'Isao, est l'une de nos 7 femmes. Aurore, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez remonter pour nous le temps et dans les grandes lignes du moins, parce que vous avez quand même eu une carrière assez longue, nous décrire les grandes lignes de votre parcours professionnel? Alors, si on parle du parcours professionnel, on va démarrer après les études, pendant les études. Moi, j'ai fait des études de relations internationales à Paris, à l'Institut des langues orientales. Et sur ma dernière année, en fait, j'ai été recrutée par le ministère de l'Intérieur dans un service qui s'appelait la DST à l'époque, qui n'existe plus puisqu'il y a eu tout un tas de reformulations et de changements. Donc maintenant, c'est la DGSI. Et donc, j'ai démarré là-dessus pendant 5 ans pour un premier contrat où j'ai travaillé dans différents domaines. Et ensuite, j'ai quitté le monde public pour aller dans le monde privé. Je suis partie diriger une agence maritime en Corse. Là aussi, quelques années. Et ensuite, j'ai eu encore envie de changer, de découvrir de nouveaux horizons. Je me suis installée à Abidjan, où j'ai fondé Isao il y a 11 ans. Alors, tous ces domaines que vous avez effleurés durant votre carrière sont très masculins. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit « Oh tiens, je travaille parmi les hommes, qu'est-ce qui se passe ?» J'avoue que je ne me suis pas vraiment posé la question. Je crois que ça a été plutôt naturel. Déjà, quand j'ai démarré mon premier emploi, même quand je faisais mes études, de toute façon, j'étais intéressée par les questions de sécurité, de défense, de relations internationales. Je faisais des sports plutôt masculins. Donc, je baignais déjà dans un univers assez masculin. Mais je pense que je n'ai jamais fait attention ni à ma couleur, ni à mon genre, ni à... Voilà, je faisais ce qui me plaisait en tout cas. Alors, vous avez évoqué la DST, l'actuelle DGSI française, soit les renseignements, pour beaucoup, on fait l'amalgame avec les services secrets, mais on va rester sur les renseignements. Comment on devient un agent de cette entité et surtout, est-ce que vous étiez en quelque sorte une James Bond girl? Alors, je pense que c'était très bien d'avoir quelques séries qui ont rendu ces métiers plus connus, mais je pense qu'il faut, en tout cas, c'est pas ce que moi je faisais. Je pense qu'il y a énormément de métiers en fait dans ces services-là, Oui. que ce soit les services intérieurs ou extérieurs. Et en fait, il y a tout un tas. Moi, j'étais analyste stratégique, donc moi, je travaillais vraiment. Tout est bien découpé justement pour préserver le renseignement et éviter qu'il y ait des collusions. Donc, il y a des gens qui sont des capteurs sur le terrain, qui vont chercher l'information, et il y a des gens comme moi qui sont plutôt dans un bureau et qui vont faire de l'analyse et qui vont participer à la décision stratégique du directeur de service ou du ministre. Est-ce que vous êtes issu d'une famille de tradition militaire? Oui et non. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mon grand-père était militaire, mais je ne l'ai pas connu. Il est décédé, j'étais toute petite, donc je n'ai pas vraiment de souvenirs, je n'ai pas eu d'interaction avec lui. Et mon père faisait tout à fait autre chose. Il était dans les transports, donc je n'ai pas eu cette éducation militaire dès le départ. En revanche, quand j'ai dû choisir un lycée, j'ai choisi un lycée militaire parce que c'est ce qui était le plus pratique, parce que ça me permettait d'être prise en charge complètement. Et comme j'avais une famille plutôt d'origine, enfin j'ai une famille d'origine modeste, Ouais. c'était plutôt pratique. Donc j'ai baigné tardivement dans ce milieu-là. Parce que ça aurait pu expliquer cette masculinisation de vos goûts en quelque sorte. C'est peut-être génétique, je ne sais pas. Peut-être, hein. Alors, qu'est-ce que selon vous, une femme peut-elle apporter au service de renseignement? De la douceur, de la beauté, de la discrétion, de l'organisation? Je pense qu'effectivement, on apporte tout un tas de choses. De toute façon, il faut bien savoir, et on le voit à travers l'histoire, il y a des très bons livres d'ailleurs sur le sujet, les femmes sont des très bons capteurs de renseignements parce qu'on se confie à une femme. Oui. Donc déjà, il y a cet acte de captation de renseignements. Ensuite, généralement, une femme est plutôt rigoureuse dans l'analyse, dans son métier. Elle a à cœur d'être perfectionniste. Donc je pense que tous les attributs d'une femme sont intéressants pour un service de renseignement, ou quel que soit le job d'ailleurs. Hein. Il faut juste savoir où les mettre pour qu'elles s'épanouissent le mieux possible. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait qu'un agent des renseignements soit
on va généraliser, un agent des services secrets, comme ça va parler à tout le monde. Un agent des services plus ou moins secrets, voilà, allons comme ça. L'efficacité d'une femme qui travaille dans les renseignements, dans la captation de renseignements, est-ce qu'elle ne repose pas aussi sur le fait que les femmes sont quelque peu sous-estimées d'une certaine manière? Et je pense que le fait de sous-estimer les femmes, c'est un vrai sujet, en tout cas dans les milieux de la sécurité de manière globale. On y travaille de plus en plus aujourd'hui, mais c'est peut-être, il faut en faire un avantage. C'est-à-dire que généralement, comme on est sous-estimé, on ne se méfie pas. Oui. Donc on se confie peut-être plus facilement, Aussi. par exemple. Aussi. Alors, vous êtes passé par le Sénégal, mais c'est véritablement la Côte d'Ivoire qui a pris votre cœur. Pourquoi? Alors en fait, déjà la première fois où je mets le pied sur le sol africain, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en 2006. Et puis je m'y réinstalle ensuite en 2013. J'ai effectivement beaucoup travaillé au Sénégal, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Oui. Pendant 5 ans, j'ai fait une semaine sur 2 entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. J'étais en garde alternée avec le Sénégal. Mais j'avoue que j'ai toujours eu une attache très particulière avec la Côte d'Ivoire. Je pense un coup de foudre. Un coup de foudre en terre des Burnis, si on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Vous êtes d'ailleurs naturalisée ivoirienne. Pourquoi ce choix? Vous auriez pu rester résidente? Parce que pour moi, c'est important de marquer ma volonté de participer à la vie de ce pays. Parce que j'ai décidé d'y vivre, j'y élève mon fils, j'y développe mes affaires. Et aujourd'hui, je me sens liée à la Côte d'Ivoire. Donc j'ai voulu le concrétiser par cet acte. Dans les années 2010, ou plutôt 2013, comme vous l'avez dit, vous êtes ici, vous êtes une femme, et appelons un chat, vous êtes une femme blanche. Alors, dans la Côte d'Ivoire, qui connaît les soubresauts qu'elle a connus, comment ça se passe concrètement? Effectivement, je cumule les tares un peu. Je suis une femme, je suis blanche, non, pas les tares, mais... Non, mais les difficultés, pour le moins. Oui. Mais encore une fois, je pense que c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de travailler dans un milieu d'hommes. J'avoue que je ne fais pas très attention à ça. J'ai eu le même parcours vis-à-vis de cet univers masculin qui parfois m'est revenu en pleine figure, où évidemment vous prenez des coups, vous ne savez pas trop pourquoi, et vous le comprenez a posteriori, on dira oui, mais évidemment avec un homme ça n'aurait pas été la même chose. Je pense que le fait d'être blanche, je ne le vois pas. D'ailleurs c'est souvent, quand je regarde une photo, je dis ah bah tiens, j'étais la seule blanche. Mais je ne fais pas attention sur le moment. Et je continue à tracer le chemin qui est devant moi, donc j'y fais pas vraiment attention. Mais je sens bien que ça peut créer des frustrations, des crispations avec certains, mais ne peut pas être parfait. Alors, vous avez soulevé un point dans votre réponse qui m'a intriguée. Vous avez dit que des fois, votre profil, le fait d'être une femme, vous revenez en pleine face. Quand ça arrive, comment vous vous relevez? Comment vous l'affrontez? Alors, j'avoue que c'est un sujet qui a été fondamental pour moi à une certaine période et je suis ravie de pouvoir le partager, notamment avec les plus jeunes, parce que j'ai eu beaucoup de colère. J'ai été très en colère, j'ai voulu me battre contre quelque chose, je voulais m'imposer, je voulais démontrer que... et en fait, aujourd'hui, je le prends avec beaucoup d'humour et beaucoup de distance. Parce que d'une part, la colère, c'est pas très bon pour soi-même. Ouais. Et qu'au final, on ne changera pas le monde avec de la colère. Donc je le fais plutôt avec de l'humour. Et c'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est plus facile de se moquer de quelqu'un qui a une réflexion misogyne. Et c'est l'arroseur arrosé, au final. Bien sûr. Alors, en plus, vous évoluez dans un domaine qui est quand même très masculin, la gestion de risque jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de vous demander, même si vous ne voulez plus vous imposer, comment vous vous êtes imposé? Je pense que je trace ma voie, je fais ce que j'ai à faire. Je suis toujours bien évidemment blessée quand on ne nous donne pas notre chance parce qu'on est une femme ou parce qu'on nous demande ou on nous prête des intentions ou quelqu'un derrière. Alors, à qui appartient Isaо en réalité? Qui dirige en sous-main Isao, etc. À qui appartient Isao alors? À moi. Malheureusement, pour tous ceux qui ont fait des films là-dessus, non, c'est juste à moi en fait. Donc c'est toujours blessant. Mais à côté de ça, il faut regarder ce qu'on a construit et continuer. Et le temps avance, la roue tourne. La vie nous fait des belles surprises parfois. Aujourd'hui, la Aurore fondatrice d'Isao, qu'est-ce qu'elle pourrait dire
à la Aurore qui venait de mettre ses pieds au ministère de l'Intérieur? Peut-être, je pense que si j'avais un conseil à lui donner, ce serait de ne pas perdre de temps avec les gens qui n'en valent pas la peine. Voilà. Et parce que justement, parce qu'on peut, en donnant de l'importance à des projets, à des contrats, à des interlocuteurs qui vous considèrent avec leur prisme un peu de l'ancien temps, vous perdez de l'énergie et du temps, vous êtes blessé pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc je pense que je lui dirais de regarder juste ce qu'il y a de positif et de s'appuyer surtout là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les choses changent dans le secteur de la sécurité et du renseignement pour les femmes? Oui, je pense qu'il y a des choses qui changent. Alors là, je vais parler plutôt du continent européen ou Amérique du Nord, où là, j'ai le plaisir, quand j'y retourne, de voir des jeunes femmes qui ont fait des études sur la sûreté, la gestion des crises, etc., et qui commencent à prendre des postes donc de juniors dans les entités avec lesquelles je travaille. Donc que ce soit des providers de solutions ou même des responsables sûreté dans les groupes, enfin dans les départements sûreté, on voit de plus en plus de jeunes femmes. Donc ça, j'en suis très heureuse. Sur le continent africain, on n'est pas du tout dans la même dynamique, dans le sens où déjà la notion de sûreté est moins répandue et moins connue, et on en est encore à des secteurs quasi intégralement masculins. Pourquoi, selon vous, cette réticence des femmes? Ou peut-être pas réticence, mais du moins une hésitation à se lancer dans ces secteurs-là? Je pense qu'il y a un défaut de communication, je pense qu'il y a un défaut de connaissance. Parce que quand on parle de sûreté ou de sécurité, les gens voient tout de suite le gardiennage. Et évidemment, je comprends, une jeune femme, ça la fait pas rêver de se dire qu'elle va rentrer dans une boîte de gardiennage. C'est parce qu'on ne sait pas qu'il existe d'autres métiers, et parce que ces métiers ne sont pas encore répandus. Mais c'est ce à quoi on travaille tous les jours. Et de surcroît, il n'y a pas de formation spécifique. C'est-à-dire que dans les universités, il n'y a pas encore de système qui travaille sur l'analyse de risques et la gestion des risques. Donc c'est un petit peu des profils de repates qui viennent évoluer dans ce contexte-là, en fait, si je comprends bien. Ouais, nous on mise beaucoup sur les repates ou sur des gens qu'on va former sur le tas, qu'on va aller recruter dans des écoles d'ingénieurs ou dans les universités, et qu'ensuite on va former à la sûreté et à la gestion des risques en interne chez Isao, et ensuite soit garder, soit mettre à la disposition de nos clients. Mais il est vrai qu'il n'y a pas encore de master sur la gestion des risques ou sur la sûreté comme ça existe à Paris ou à Londres ou ailleurs. Alors justement, en tant que fondatrice d'Isao, est-ce que vous recevez plus de CV de femmes en dehors des postes qui sont, on va dire, typiquement féminins? Je suis très provocatrice, mais l'assistanat de direction, le secrétariat, la communication, voilà. Ces secteurs qui sont typiquement perçus comme féminins, on va dire. Je vais vous donner un exemple concret qui est très, très dur, qui a été très dur pour moi. On a ouvert un poste de responsable sûreté au Bénin il y a quelques semaines. J'ai eu une centaine de CV, pas un CV féminin. Aucun. Et quand vous voyez ça, vous vous sentez comment? Démotivée? Non, pas vraiment. Mais le chemin est long encore. Et j'espère pouvoir, avec d'autres entreprises des métiers de la sûreté, puisqu'il faut que j'y aille, enfin, qu'on soit plusieurs, qu'on puisse monter quelque chose et aller parler dans les universités, dans les écoles, pour parler de ces métiers-là, pour attirer davantage de profils féminins. Moi, j'ai travaillé en gestion de crise. J'ai travaillé sur des projets particulièrement sensibles, et je ne vois pas pourquoi une femme n'aurait pas sa place ici, chez Isao ou ailleurs. J'ai travaillé dans les services de renseignement, c'est aussi ouvert aux femmes. Tous les métiers de la sûreté sont ouverts aux femmes. Quand on fait un audit d'un bâtiment, on n'a pas besoin d'être un homme pour aller faire l'audit d'un bâtiment. Et pourtant. On est encore... Est-ce que... J'ai une question encore une fois très provocatrice. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous pensez qu'on est dans les carcans de, je vais citer une référence, la place de la femme, c'est à la cuisine? Est-ce qu'on est encore dans ces carcans-là aujourd'hui? Ça change. Je pense qu'on a encore nos anciens qui sont peut-être un peu bloqués. Moi, je vois, enfin, c'est vrai, malheureusement, l'âge joue aussi beaucoup sur l'accueil que j'ai chez un interlocuteur. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les cadras, quinquas, etc., ont beaucoup moins cette approche-là. En tout cas, ils n'osent pas me le dire.
On est arrivé au terme de la première partie de cet entretien. Nous revenons après une courte pause.